Bonsoir à tous. On va commencer. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents, très nombreux pour cette conférence donc en Bootsme avec Madame Bateau et Monsieur Jancovici sur les blocages de la transition écologique. Donc un premier mot déjà pour remercier l'ensemble de l'équipe de l'association de l'École d'affaires publiques de Sciences Po qui vous propose cette conférence aujourd'hui. En vous invitant, Madame Bateau et Monsieur Jancovici, nous avons voulu proposer une conférence qui puisse explorer vraiment les blocages de la transition écologique sans rechercher le clash ou le buzz forcément. Et pourtant, votre venue a créé un vrai enthousiasme puisque cette conférence est diffusée en direct si les problèmes techniques le permettent à Reims, sur le campus de Sciences Po à Reims, par l'association Alternative. Mais aussi dans plusieurs dîners à Paris. On a reçu beaucoup de demandes de retransmission de la conférence pour des dîners. Donc il faut croire que les jeunes s'intéressent à leur futur. Et si ce soir nous allons explorer les blocages de la transition écologique, nous allons aussi aborder quelques solutions. Donc, Monsieur Jancovici, vous êtes ingénieur, formé à l'école polytechnique. Vous avez cofondé en 2007 le cabinet de conseil Carbone 4, qui accompagne les entreprises dans leur transition écologique, et l'association de Shift Project, qui est un laboratoire d'idées pour réduire la dépendance de notre économie aux énergies fossiles. Vous êtes par ailleurs membre du Haut Conseil pour le climat. Et Delphine Bateau, vous avez été ministre de l'écologie en 2012, est actuellement députée des Deux-Sèvres et présidente du parti Génération Écologie. Et vous avez porté, lors de votre campagne à l'investiture du parti Europe Écologie Les Verts pour la présidentielle, l'idée de la décroissance comme solution à nos crises écologiques. Vous êtes aussi conseillère spéciale de la campagne présidentielle de Yannick Jadot. Donc merci à vous deux d'être présents ce soir. Pour un détail un peu plus pratique, on nous demande de rappeler que le port du masque est bien obligatoire dans l'amphithéâtre. Et la conférence va donc s'organiser en 3 temps. Une intervention préliminaire des 2 intervenants, un échange entre vous, et puis il y aura des questions de la salle. Il y a des micros qui sont installés dans les travées. Il suffira juste de se lever, de faire la queue derrière, et vous pourrez poser votre question. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour entrer dans le vif du sujet, Jean-Marc Jancovici, vous êtes pour une transition énergétique et écologique qui passe en partie par le renouvellement du parc nucléaire et pour garder sa part dans le mix énergétique français. Alors je vous laisserai nuancer et développer tout à l'heure, mais il faut créer le débat. Madame Delphine Bateau, vous êtes pour une sortie progressive du nucléaire au profit des énergies renouvelables. Mais pourtant, l'un comme l'autre, eh bien, vous partagez une vraie volonté de réussir la transition écologique et énergétique. Et plusieurs de vos analyses, notamment sur la décroissance, se rejoignent. Vous affirmez que le mode de décision politique actuel, mais aussi ces décisions qui consistent le plus souvent à investir dans des nouvelles technologies pour réussir la croissance verte, ne sont pas suffisantes. Et la transition écologique et énergétique doit s'accompagner d'une modification des comportements des citoyens et des usages que nous faisons de l'énergie. Car ces usages se confrontent à des réalités physiques immuables qui pressent la décision politique, comme le pic de pétrole, la diminution alarmante des ressources, et aussi leur exploitation toujours plus croissante. Alors de nombreuses questions se posent, et on se fera un plaisir de les aborder ce soir avec vous. Vous dénoncez tous les deux donc, des blocages de gouvernance qui s'appuient sur des indicateurs économiques qui s'appuient toujours sur la croissance, comme le produit intérieur brut, et qui ignorent les aspects environnementaux et l'impact social du changement climatique. Et donc comment élucider ce contraste entre la réalité physique de la planète et la décision politique qui est parfois décalée, très souvent consensuelle et pratiquement déconnectée de ces réalités physiques. Eh bien, j'ai hâte de vous entendre parler sur ces questions et je vous remercie de nouveau de bien avoir accepté notre invitation. Je vous laisse la parole. Je ne sais pas si ce micro...
Si, c'est bon, là, vous m'entendez? Je parle comme ça. Parce que je suis assis toute la journée, donc j'en ai marre d'être assis. Alors, on s'est subdivisé le travail avec Delphine, donc moi je vais vous parler du problème et elle de la solution. Comme ça, moi ça va aller beaucoup plus vite et elle aura beaucoup plus de travail que moi. Il se trouve que j'ai eu le plaisir de faire dans cet amphi même une conférence de rentrée. Alors comme je suis vieux, je ne sais plus si c'est il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, ça devait être il y a 2 ans je crois, ou 3 ans, je ne sais plus, bon, bref, qui est disponible sur un réseau social que je ne nommerai pas, enfin la vidéo. Donc ce que je vais vous présenter ce soir est un petit digest. Il se trouve que je fais maintenant un métier qui offre un grand privilège, puisque les vieux radotent, c'est que la physique étant immuable, j'ai le privilège de pouvoir raconter toujours la même chose. Donc je vais vous raconter toujours la même chose, au moins en apéritif. Donc je vais vous parler de transition. Alors transition en général, enfin en tout cas dans le métier qui est le mien, c'est associé beaucoup aux questions d'énergie et de climat. Et comme dans toute bonne dissertation, on va commencer par parler du premier de ces 2 termes, énergie et climat. Transition écologique, ça va au-delà de ça, hein, d'une manière générale, c'est la confrontation aux limites planétaires. Mais il se trouve que quand on regarde bien, l'énergie est un très bon proxy de la confrontation à l'ensemble des limites planétaires, et on va voir pourquoi. Alors il y a plein de manières de rentrer dans le débat sur l'énergie. Il y en a un qui est particulièrement d'actualité en ce moment, comme vous le savez probablement, qui concerne son prix. Donc dès que vous avez un prix de l'électricité ou du gaz qui augmente un peu trop, c'est branle-bas de combat au gouvernement, ce qui est très exactement en train de se passer en ce moment. Alors vous voyez par exemple, le prix de l'électricité augmente et le prix du gaz augmente, et M. Castex a besoin de s'exprimer, le prix du pétrole augmente, et à ce moment, ça remue un peu. Alors, je ne fais pas du tout ça parce que votre directeur est un ancien de la SNCF, mais j'ai essayé de vous expliquer pourquoi, en fait, c'est une manière très très imparfaite d'aborder le problème. Donc prenons cette belle entreprise dans laquelle votre directeur a traîné ses guêtres avant de venir ici, SNCF. La SNCF tire des trains, ça ne vous aura pas échappé, de temps en temps des bus, ça s'appelle Keolis. Alors pour ça, il y a besoin de gens qui travaillent à la SNCF. Et quand vous regardez les gens qui travaillent, ce qu'ils représentent dans les postes de dépenses de la SNCF, c'est à peu près la moitié. Hein, ce qui explique pourquoi de temps en temps on essaye que ce soit un peu moins, et à ce moment ils se mettent en grève. On a également besoin d'énergie. Il se trouve que la SNCF, qui est le premier consommateur d'électricité de France, hein, c'est la première entreprise dans les entreprises, c'est le premier consommateur d'électricité, c'est probablement un des premiers consommateurs de carburant, parce qu'une partie des TER fonctionne au diesel, sans même parler de la filiale Keolis qui fait fonctionner des bus. Et tout ça, c'est 3% seulement. Alors maintenant, imaginons que la SNCF veuille diminuer ses charges de 3%. Option A, elle prend des gens et elle les met à la porte jusqu'à ce qu'elle ait baissé de 3% ses coûts. Alors comme la masse salariale, c'est 50% de ses coûts, ça veut dire qu'elle licencie 6% de ses effectifs. Grosse grève, etc. Mais enfin, 6% de ses effectifs, il y a toujours une SNCF derrière. Elle ne fait peut-être pas marcher autant de trains qu'avant, mais il y a toujours une SNCF derrière. Si elle supprime 3% de ses charges sous forme de ses achats d'énergie, il n'y a plus un train qui avance, plus un bus qui avance, il n'y a plus de SNCF. Donc regarder ce que coûte l'énergie est une très mauvaise manière de rentrer dans le débat parce que ça masque totalement la dépendance du fonctionnement de la société à cette chose très particulière. Une autre manière de rentrer dans le débat, c'est de dire qu'il faut l'économiser. Alors manifestement, on n'a pas bien écouté les slogans de l'ADEME, parce que si vous regardez la quantité d'énergie utilisée par l'humanité depuis 1 siècle et demi, vous voyez manifestement, ça ne ressemble pas bien à une économie, ce que je suis en train de vous montrer. C'est plutôt, plus il y en a, plus on en consomme. Et en fait, ce que vous pouvez voir sur ce graphique qui vous retrace les énergies utilisées par l'humanité depuis 1 siècle et demi, c'est que jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune substitution à large échelle. Toutes les énergies que nous avons mobilisées se sont empilées les unes sur les autres. On utilisait du bois, on a rajouté du charbon par-dessus, on a rajouté du pétrole par-dessus, on a rajouté du gaz par-dessus, etc. Et l'éolien et le solaire ne font pas exception à la règle, on les rajoute par-dessus au niveau mondial, ça ne substitue rien à large échelle pour le moment. Alors, ce qui est très intéressant également, c'est de voir que toutes les innovations techniques auxquelles ma corporation peut de temps en temps vous renvoyer en disant « grâce à tel ou tel type de progrès, ça va aller mieux », en fait, on se rend compte qu'aucune des innovations techniques mises en œuvre jusqu'à maintenant n'a permis d'infléchir cette tendance, c'est-à-dire que ça n'a absolument pas ralenti la hausse de l'énergie qu'on utilise. Donc vous voyez, il y a de plus en plus de villes, il paraît que les urbains sont moins consommateurs d'énergie que les ruraux, bah, peut-être, ça ne se voit pas là-dessus. On a tertiarisé l'économie, il paraît que l'économie tertiarisée est moins gourmande en énergie que, bah, ça ne se voit pas vraiment là-dessus. On a numérisé l'économie, il paraît que c'est moins gros, vous voyez, ça ne se voit pas vraiment là-dessus. Donc pour le moment, à chaque fois qu'on dit qu'il y a eu une innovation technique qui a permis d'aller dans le bon sens, jusqu'à maintenant ça n'allait pas bien, mais en fait vous vous rendez compte que macroscopiquement, ça n'est pas exact.
Voilà, et là, vous pouvez voir une autre chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est, évidemment, c'est une petite pique pour vos anciens qui sont rentrés dans le journalisme, il n'y a jamais le moindre rapport entre la pagination d'un sujet dans le journal et son importance réelle dans le monde. Donc je répète, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, il n'y a jamais le moindre rapport entre l'importance réelle d'un sujet dans le monde et sa pagination dans le journal. Par exemple, ce qui fait patiner l'économie européenne depuis 2008, c'est le stress que nous avons déjà sur les combustibles fossiles, ça n'est jamais dans le journal. Jamais. Par contre, le transfert de Messi, ça oui. Donc, il n'y a pas de lien entre ce qu'il y a dans le journal et l'importance réelle de quelque chose dans le monde. L'essentiel de l'énergie qui est aujourd'hui mobilisée par l'humanité, c'est des combustibles fossiles, ce qu'on appelle également des combustibles carbonés, parce que c'est des résidus de vie ancienne, d'où le nom fossile. C'était 80% en part dans l'approvisionnement mondial en 1974, c'est toujours 80% aujourd'hui. Hein, donc ça fait maintenant 50 ans que les combustibles fossiles sont à 80% de l'approvisionnement mondial, un peu plus, un peu moins, ça varie d'1 ou 2% dans un sens ou dans l'autre, mais globalement c'est toujours à 80%. Alors, en ce qui concerne la France, on va dire oui, du reste, ça n'a pas tardé dans cette école de la polémique à sortir le mot qui devait faire qu'on se tape dessus, à savoir nucléaire. Alors, petit graphique que je vous propose, j'avais vu le coup venir, donc je vous montre ce graphique. La France est-elle un pays tout nucléaire? Vous avez ici l'énergie utilisée en France en fonction de l'endroit où se trouve la machine qui utilise l'énergie. Donc, si la machine, elle est dans une usine, c'est là. Si elle sert à transporter des gens ou des marchandises, c'est là. Si elle est dans un bureau, c'est là. Et si elle est chez vous, c'est là. Donc, si elle est dans un champ, c'est là. Et pour chaque barre, donc la hauteur de la barre, c'est la quantité totale d'énergie mobilisée par les machines du secteur. Et la couleur que vous avez au sein de chaque barre dit d'où vient, où est-ce que dans l'environnement, on a trouvé la source d'énergie qui permet de faire fonctionner la machine. Alors, comme je suis taquin, évidemment, je suis très taquin, j'ai mis le nucléaire en vert ici. Donc, l'électricité d'origine nucléaire, elle est verte. J'ai un tout petit peu anticipé la taxonomie. Là, vous avez la biomasse. Là, vous avez les autres énergies. Et là, maintenant, je vais cercler les combustibles fossiles qu'on utilise en France. Eh bien, vous voyez que la France est, comme les autres pays occidentaux, un pays qui reste avant tout fossile. Donc, effectivement, j'assume le fait que je considère que le nucléaire est une très bonne manière de faire de l'électricité. Il n'empêche, notre pays est essentiellement un pays dépendant des combustibles fossiles. Et je peux vous assurer que si demain matin il n'y a plus de pétrole, vous mourrez tous de faim et moi avec. On est totalement incapable d'approvisionner les villes en nourriture aujourd'hui sans camion. Hein, totalement incapable. Donc la France est un pays à dominante fossile quand on regarde d'où vient l'énergie qui permet de faire tourner les machines, exactement, alors pas dans les mêmes proportions, mais à dominante fossile quand même. Dans le monde, alors la France a une exception aujourd'hui, c'est que l'essentiel de son électricité est décarboné, notamment à cause du nucléaire. Alors ça, par contre, c'est une exception mondiale. Si vous regardez d'où vient l'électricité dans le monde, ce qui est le graphique que je vous projette maintenant, eh bien vous voyez que la première source de production électrique dans le monde, c'est le charbon, suivi du gaz, suivi ensuite de l'hydroélectricité, non carbonée. Ensuite, vous avez le nucléaire. Ensuite, vous avez l'éolien, le solaire et la biomasse. Et vous avez également un peu de pétrole que vous voyez là. 60% de l'électricité mondiale est d'origine fossile. C'est-à-dire qu'on brûle des combustibles fossiles dans des grandes bouilloires compliquées. Ça permet de faire de la chaleur, de la vapeur, tourner une turbine, tourner un alternateur. C'est ça la production électrique. Et le charbon reste la première source, de loin, d'électricité dans le monde. Donc, on ne l'a pas vraiment économisé. Autre chose que vous entendez évidemment beaucoup et souvent, c'est tout ça va être bientôt un problème oublié puisque nous allons aller vers un monde totalement renouvelable. Alors, je ne sais pas ce que vous verrez de votre vivant, ni moi du mien, en ce qui concerne le monde tout renouvelable. Par contre, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'un monde 100% renouvelable, c'est possible, ça ne pose aucun problème. En voici un exemple. Non seulement c'est possible et ça ne pose aucun problème, mais c'est le monde dans lequel nous avons vécu depuis l'apparition de notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles. Donc c'est sûr que ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucun problème à faire un monde 100% renouvelable. Aucun. Est-ce qu'on peut faire un monde 100% renouvelable avec 8 milliards d'individus sur Terre aspirant au niveau de vie d'un smicard français? Beaucoup moins évident que la réponse soit oui. Et probablement que la réponse est non. Voilà. Donc, en matière d'énergie, il faut toujours compter. On ne peut pas se contenter de slogans. On ne peut pas sortir d'un débat sur l'énergie sans avoir compté. Il faut sortir la règle à calcul pour commencer à avoir des conclusions opérationnelles. En fait, la bonne réponse, en ce qui concerne l'énergie, est, comme dans ce jeu célèbre, la réponse D. Et alors la réponse D, la voici. Voilà, l'énergie, c'est ça, en fait. L'énergie, c'est la nourriture de ce costume d'Iron Man et d'Iron Woman que vous portez en permanence sur vous. On va dire, non, sur moi, je ne porte pas en permanence un costume d'Iron Man, je porte un
polaire, sweatshirt, un jean, des chaussures, parce que vous n'êtes pas venu pieds nus, etc. Je ne porte pas du tout un costume. Alors si, vous en portez un en permanence sur vous, comme moi, comme nous tous du reste, sauf qu'il n'a pas la tête d'un costume d'Iron Man, il a cette tête-là. En fait, le costume d'Iron Man que nous portons tous sur nous, c'est l'ensemble des machines existant à la surface de la planète, et c'est elles qui sont mises en mouvement par l'énergie. Donc en fait, l'énergie, c'est la nourriture, c'est les épinards de Popeye, et là, en l'occurrence, c'est le pétrole, le gaz, le charbon et marginalement le reste, qui mettent en mouvement toutes les machines que nous avons sur Terre et qui nous rendent la vie si douce, parce que c'est bien à ça qu'elles servent aujourd'hui, elles nous rendent la vie si douce. Donc en fait, l'énergie, c'est des croquettes pour machines, si l'on veut. Et les machines en question, si on fait un petit calcul d'ordre de grandeur, on se rend compte que grâce à leur bibine spéciale, elles ont multiplié par 200 en moyenne mondiale la puissance musculaire des hommes et des femmes. Alors je vais vous le dire de 2 ou 3 manières différentes. Ça veut dire que s'il n'y avait pas l'énergie, donc les machines sur Terre, pour avoir la même production économique dans le monde, il faudrait multiplier la population mondiale par 200. Vous voyez, déjà à 8 milliards, on a un petit problème de place. Alors à 1600 milliards, ça commencerait à devenir vraiment compliqué. Je vais vous le dire d'une autre manière. S'il n'y avait pas l'énergie, donc les machines sur Terre, à population constante, le PIB mondial serait divisé par 200. Ah! Vous pouvez oublier les études à Sciences Po, hein, je vous assure. PIB divisé par 200, vous n'êtes pas là. Hein. Je vais vous le dire encore autrement. Ça veut dire que le mode de vie d'un terrien moyen, aujourd'hui, dans un monde sans machine, lui demanderait d'avoir 200 esclaves à sa disposition, H24, 365 jours par an. Et en France, on est plutôt à 600, et dans cette salle, vous êtes plutôt CSP+, on est plutôt à 1000. Hein, c'est ça votre mode de vie, et le mien aujourd'hui, c'est quelque chose qui se balade autour de 1000 équivalents esclaves grâce aux machines. Alors vous comprenez pourquoi c'est un peu une drogue dure, c'est compliqué de s'en passer. Hein. Et à cause du fait que c'est les machines qui transforment l'environnement et plus nous, puisque nos muscles sont devenus ridicules, même ceux de Schwarzenegger, face à la puissance des machines, eh bien, il est normal que nous ayons aujourd'hui ce que je vous montre sur ce graphique, qui n'est pas une démonstration, qui est une conclusion, enfin comment dire, qui est une observation normale compte tenu du rapport de 1 à 200 dont je vous ai parlé avant. Il est normal qu'en première approximation dans le monde, la production économique soit au premier ordre une fonction linéaire de la quantité d'énergie, c'est-à-dire du parc de machines en service. Donc sur ce graphique, où chaque année représente un point en partant de 1965 pour aller jusqu'à 2020, j'ai mis en abscisse la quantité d'énergie, c'est-à-dire le parc de machines en service, et en ordonnée le PIB mondial. Eh bien, vous voyez en gros, dis-moi combien la planète consomme d'énergie, je te dirai quelle est sa production économique. Normal, encore une fois, ce n'est pas vous qui produisez l'acier, c'est les hauts fourneaux et les laminoirs, ce n'est pas vous qui produisez vos vêtements, c'est des plateformes pétrolières, des moissonneuses à coton, des machines à tisser, des machines à coudre, etc. Ce n'est pas vous qui produisez vos aliments, ce n'est même pas les agriculteurs qui produisent les aliments, c'est des usines d'engrais, des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, des camions et des chaînes frigorifiques et les machines à faire le yaourt chez Danone. Voilà, c'est ça qui produit les aliments, ce n'est pas nous, ce n'est pas les agriculteurs. D'accord ? Donc en fait, c'est les machines qui produisent absolument tout sur Terre, et donc il est normal qu'au premier ordre, la production économique soit une fonction linéaire de la production, enfin de la quantité d'énergie mobilisée. Et donc là, vous comprenez tout de suite que dans le monde dans lequel nous sommes, imaginez qu'on va diviser la quantité d'énergie par 4 à production économique constante, ça a besoin d'une démonstration un peu plus solide que je suis sûr qu'on va y arriver. Et comme l'essentiel de l'énergie est fossile, vous avez ici le drame des négociations climat, c'est que le PIB mondial est aussi au premier ordre une fonction linéaire des émissions de CO2, puisque l'essentiel de l'énergie est fossile. Ce qui est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, résoudre le problème climat sans décroissance, personne n'a trouvé la martingale. Donc je ne dis pas qu'il faut de la décroissance à ce stade. Je dis juste, dans la bonne nouvelle derrière, c'est que vous allez voir, de toute façon, on ne va pas y couper. Mais à ce stade, je vous dis juste une chose, aujourd'hui, on ne sait pas faire. D'accord ? Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc les 19e et les 20e siècles peuvent se résumer d'une manière assez simple. Nous avons sur Terre tout un tas de ressources, dont des combustibles fossiles, dont je rappelle que dans la convention économique, ils sont gratuits. Toutes les ressources naturelles sont gratuites par convention dans l'économie que vous allez apprendre ou pas, je ne sais pas, ici. Hein. La convention économique qu'on va vous enseigner, les prix n'intègrent que des revenus humains. Un prix, c'est un ensemble de revenus humains, de salaires et de rentes. Il n'y a rien pour Dame Nature, ou Monsieur Nature, je ne sais pas, dans cette affaire. Rien. Hein. Et donc le pétrole est aussi gratuit que le vent.
mais beaucoup plus facile à extraire de l'environnement que le vent. Ces combustibles fossiles brûlent, donc peuvent alimenter des machines qui vont permettre de transformer toutes les autres ressources que nous avons sur Terre, qui sont tout aussi gratuites. Dame Nature nous a donné gratuitement les mines de fer, les mines de cuivre, les mines de diamants, les mines de bauxite, les océans, les vagues, le vent, les sols cultivables, tout ça c'est gratuit. Et on transforme ces ressources pour en faire tout un tas d'objets. En discutant l'autre jour avec le patron de Cedincourt, 10 millions de références, m'a-t-il dit. Donc aujourd'hui, on peut faire absolument tout et n'importe quoi, y compris des brosses à dents qui font pimpon, grâce aux ressources et aux combustibles fossiles. Cette productivité des machines, absolument faramineuse, a par ailleurs totalement déformé la structure des métiers. Alors ce soir, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais en fait, ce qui a permis de tertiariser la totalité de l'économie, ce qui a permis de créer les villes et de les nourrir, etc., c'est l'énergie abondante. En fait, il n'y avait pas d'employés de bureau avant l'époque de l'énergie abondante. Ça n'existait pas. Vous aviez quelques nobles qui avaient un peu le temps de phosphorer, et quelques employés de l'état civil, mais sinon, c'était à peu près tout. Donc en fait, ce qui a totalement urbanisé, tertiarisé, mondialisé, fait monter le pouvoir d'achat, etc., c'est l'énergie abondante. Tout ça, c'est l'énergie abondante. Et ça a transcendé les régimes politiques, du reste. Partout où il y a eu de l'énergie abondante, quel que soit le régime politique en place, il y a eu à peu près la même évolution en termes de productivité économique, de structure des métiers, etc. Ça a été plus fort que tout. Et on a l'habitude de compter ça avec le PIB, mais c'est une vision très partielle. Alors très rapidement, je vais vous parler maintenant de limites planétaires qui peuvent mettre une fin à cette économie cornucopienne, cornucopien, qui vient de la corne d'abondance. Il y a un premier sujet qui est le changement climatique, je vais vous en dire rapidement 3 mots, et un deuxième sujet, dont je vous rappelle que le journal ne parle pas, mais qui pour autant est déjà à l'œuvre en Europe, qui est la contrainte amont sur l'approvisionnement énergétique. Alors on va commencer par parler de l'aval. Alors l'aval, on va rapidement parler des émissions de gaz à effet de serre et de là où elles viennent aujourd'hui. Alors sur ce petit camembert, je vous ai décomposé l'origine des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et c'est tout gaz à effet de serre inclus. Donc le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, les gaz fluorés, voilà, tout ça est inclus. 20% des émissions planétaires viennent des centrales à charbon. La moitié se trouve en Chine. Donc dès que vous achetez un truc made in China, vous achetez un truc made in charbon. Le charbon, c'est essentiellement asiatique. 80% de la consommation de charbon aujourd'hui se passe en Asie. L'augmentation de la consommation de charbon est essentiellement asiatique. D'où la raison pour laquelle je pense personnellement qu'il faut faire feu de absolument tout bois pour dézinguer le plus vite possible toutes les centrales à charbon dans le monde, nucléaire inclus. 8% viennent des centrales à gaz et à fioul, essentiellement à gaz dans cette affaire. Donc la production électrique à charbon et à gaz, c'est plus d'un quart des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 4%, c'est les cimenteries. Là, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Après, vous avez 12%, c'est le reste de l'industrie. Alors là-dedans, vous allez trouver l'acierie qui fait 4, vous allez trouver la chimie qui fait 4, et après, tout le reste fait le reste. Le chauffage des bâtiments fait 5 à 6 dans le monde. Alors, ce n'est pas beaucoup dans le monde, c'est beaucoup plus en France, mais tous les pays du monde ne sont pas tempérés. 14%, c'est les transports, 6% pour les voitures, 4% pour les camions, 2 et 2 pour les bateaux et les avions, en ordre de grandeur. Donc, vous voyez, tous les camions du monde et toutes les cimenteries du monde, c'est un problème du même ordre de grandeur. Vous voyez que la totalité des transports mondiaux, c'est un problème plus petit, même s'il est important, que les seules centrales à charbon dans le monde. Vous voyez que les centrales à gaz, c'est plus important que les voitures dans le monde. Après, vous avez un 20% en gros qui sont les émissions d'origine agricole. Là-dedans, vous avez le méthane des ruminants, vous avez le méthane des rizières, le protoxyde d'azote lié à l'épandage des engrais dans les champs. Là, vous avez 2 drivers essentiels, la taille de la population, la fraction de produits carnés dans l'alimentation, enfin, ou de produits d'origine animale. 10%, c'est la déforestation, qui est un processus amont de l'alimentation. On coupe des forêts pour faire des surfaces à vocation agricole. Alors, c'est amont de l'alimentation, ça peut être aussi amont de l'énergie quand on fait des agrocarburants. Et enfin, 7%, c'est des poudres de perlimpinpin diverses, le traitement des déchets, etc. Là-dedans, l'énergie fait une grosse moitié, entre 55 et 60%, donc c'est un gros paquet, ce n'est pas la totalité. Donc quand on s'occupe de climat, on ne peut pas regarder juste l'énergie, il y a d'autres trucs à regarder également. Quand on rajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, l'effet de ces gaz, c'est d'opacifier l'atmosphère aux infrarouges terrestres, et donc ça va vous augmenter la température d'équilibre près du sol.
Alors ce graphique vous montre quelle a été l'élévation de température passée de la planète depuis un zéro de référence qui est la température du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle. Ça part de 1950. Vous voyez que l'essentiel de l'élévation de la deuxième moitié du 20e siècle, c'est essentiellement sur la deuxième moitié que ça s'est fait. Et aujourd'hui, on a gagné un peu plus d'1 degré par rapport à la température dite pré-industrielle. Alors vous voyez que quel que soit le scénario qu'on suit à l'avenir, pendant les 20 ans qui viennent, l'élévation de température va se comporter à peu près de la même manière. C'est une autre manière de dire que le changement climatique est un processus qui a tellement d'inertie, je pourrais y revenir s'il y a des questions, qu'au moment où vous appuyez sur la pédale de frein, la seule certitude que vous avez à ce moment-là, c'est que la voiture continue d'accélérer pendant 20 ans avant qu'il commence à se passer quelque chose. Donc il y a une inertie absolument considérable. Ça veut dire qu'il faudra que vous ayez l'âge de vos professeurs pour que si on commence à agir maintenant, vous commenciez à voir la différence avec un monde dans lequel on n'agit pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Hein. Au contraire, si vous me pardonnez cette expression, ça veut dire qu'il faut sérieusement se bouger le cul. Mais on voit le résultat de cette affaire, encore une fois, avec un énorme décalage. Donc ça veut dire aussi que quoi qu'on fasse sur la baisse des émissions, il faut en même temps se préparer à des dégâts climatiques qui vont aller en augmentant très rapidement. Il va falloir faire les deux en même temps. Alors, est-ce que quelques degrés d'élévation dont on parle, c'est quelque chose de significatif ou pas? Ici, vous avez la manière dont la moyenne planétaire a varié, alors cette fois-ci, non pas sur un siècle et demi, mais sur 10 000 ans. Donc ici, vous voyez, il y a 8 000 ans en arrière, enfin 8 000 ans avant la naissance de M. Jesus Christ, et là, l'époque contemporaine. Eh bien, vous voyez que la moyenne planétaire, sur ces 10 000 ans, elle a varié d'une fraction de degré. D'accord? Une fraction de degré. Avant, elle s'était réchauffée rapidement. La déglaciation, c'est-à-dire le passage d'un paysage qui ressemblait à ça en France au paysage que nous connaissons aujourd'hui, parce que c'était à peu près ça, hein, le paysage français, eh bien, c'est 4 degrés d'élévation de la moyenne planétaire. 4 à 5. Pas beaucoup, hein? 4 à 5. Là, vous avez ce qu'on a déjà fait au XXe siècle, et là, vous avez ce que nous pourrions faire à l'avenir en continuant d'acheter des smartphones fabriqués au charbon. Vous voyez bien qu'on est en train de parler quelque chose d'une brutalité absolument inouïe, et dont l'essentiel des conséquences continuera à s'amplifier bien après, longtemps après, qu'on ait réduit les émissions à zéro. Hein, longtemps après. Alors, quand on parle de changement climatique, on parle de température, mais pas que. Ici, vous avez la manière dont les précipitations vont évoluer, et pardon, pas les précipitations, l'humidité des sols va évoluer par rapport à la situation dite pré-industrielle dans un monde qui se réchauffe de 2 degrés. Eh bien, ce que vous voyez, bonne nouvelle, puisque c'est là qu'on habite, tout le pourtour du bassin méditerranéen va sérieusement s'assécher. Alors ça, c'est pas bon pour les écosystèmes et c'est pas bon pour l'agriculture. Donc ça veut dire que l'agriculture du pourtour du bassin méditerranéen va souffrir. En 2011, il y a eu quelque chose qui, ça vous êtes un peu jeune pour avoir connu, mais il y a eu un soulèvement dans les pays du Maghreb qui s'est appelé le printemps arabe. Et puis il y a eu aussi un conflit qui s'est déclenché dans un pays qui s'appelle la Syrie, vous avez peut-être entendu parler. Eh bien, dans ces deux cas de figure, on peut relier ce qui s'est passé à un déterminant, enfin, il y a eu un élément conjoncturel climatique qui est intervenu dans ces événements. Évidemment, ce n'est pas le seul. Quand un vase déborde, vous pouvez savoir si c'est la première ou la dernière goutte qui l'a fait déborder, mais en l'occurrence, ça a fait partie des gouttes qui ont fait déborder le vase, ce qui s'est passé sur le climat dans ces années-là. Vous voyez que dans des zones très habitées, donc ici, là, l'Europe, les États-Unis, une bonne partie de la Chine, une bonne partie de l'Amérique du Sud et notamment tout le bassin amazonien, pas de bonne nouvelle pour l'Amazone, l'Afrique du Sud, etc., vous allez avoir des assèchements, alors même que vous aurez plus d'épisodes pluvieux intenses, et donc vous aurez des problèmes agricoles qui vont augmenter. Dans un rapport du GIEC qui est sorti il y a maintenant 1 an et demi, si ma mémoire est bonne, ou 2 ans, vous aviez ce graphique qui vous graduait avec un code couleur l'ampleur des conséquences pour un certain nombre d'items là, que vous avez en bas. Et le code couleur, c'est que tant que vous êtes en jaune, c'est local et à peu près gérable, et quand vous passez dans le violet, ça devient global et ingérable. Eh bien, ce que vous voyez, c'est que pour l'insécurité alimentaire, à partir de 2 degrés, 2 degrés et demi, on bascule dans global et pas gérable. Donc des migrations, des conflits, des guerres, des soulèvements, des déstabilisations politiques, des dictatures. Malheureusement, ce graphique nous dit qu'on risque de voir en arriver en pagaille. Donc je ne sais pas s'il y a un cours dictature à Sciences Po pour le moment, mais c'est peut-être une option à considérer. Alors, si on ne veut pas de toute cette affaire, quel est le cadrage de l'action? Ici, vous avez, donc il y a 2 droites importantes dans ce que je vous ai raconté ce soir. La première, c'est énergie-économie, et la deuxième, c'est émissions cumulées température. Alors ici, vous avez un graphique qui vient du dernier rapport du GIEC, et qui vous dit
comment est-ce que la température planétaire réagit en élévation en fonction de la quantité totale de CO2 qu'on a mis dans la poubelle atmosphérique. D'accord ? Donc on regarde la quantité totale, pas les émissions annuelles. Tout ce qu'on a rajouté depuis qu'on a commencé à émettre. Alors à fin 2020, on avait émis à peu près 2300 milliards de tonnes de CO2 et de fait, la température moyenne s'était réchauffée d'à peu près 1 degré quelque chose. À ce 1,1 degré, vous avez déjà 15% des coraux qui sont morts. Il y a déjà des espèces en France, des espèces d'arbres qui sont plus ou moins condamnées à 1,1 degré. Vous avez déjà en je ne sais plus quelle année, c'était 2019 je crois, 40% en moins sur une récolte de patates, une année, voilà. On a le dôme de chaleur au Canada et 50% en moins sur la récolte de blé dur, tout ça à 1,1 degré. Tout ça à 1,1 degré. Hein. Donc même les 1,5, que du reste on va dépasser allègrement, ça va déjà être beaucoup plus désagréable que ça, sans parler des 2 degrés qu'on va probablement aussi dépasser allègrement, parti comme on est. Alors si on veut tenir les 1,5, oui j'ai fini dans 30 secondes, ça veut dire qu'il faut qu'on limite les émissions planétaires à 3000 milliards de tonnes, dont 2300 ont déjà été émises. Ça veut dire que, compte tenu du fait qu'on est aujourd'hui 8-9 milliards d'individus, ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, il a le droit sur sa vie durant, supposant qu'il vit 80 ans, pardon, il a le droit d'émettre 1/10 en ordre de grandeur de ce que ses grands-parents ont émis leur vie durant. 1/10. 1/10, d'accord ? Pas 10% de moins, 1/10. Si on veut se limiter à 2 degrés, même motif, même punition, et là mon bébé il a droit au 6e, il est quand même beaucoup mieux loti. Dans tous les cas de figure, ça veut dire qu'on est sur une trajectoire où il faut un Covid de plus par an. Ça veut dire quoi un Covid de plus par an ? Ça veut dire que les émissions doivent baisser au moins d'un facteur 3. Alors des pays parlent de la neutralité, moi je parle au moins d'un facteur 3 entre maintenant et 2050. Et ça veut dire qu'il faut baisser les émissions de 5% par an tous les ans à partir de maintenant. Et 5% c'est ce qu'on a eu en 2020 à cause du Covid. Donc il faut un Covid supplémentaire de plus tous les ans, d'accord ? Si on veut régler le problème climatique. Alors il se trouve que l'épuisement des gisements de pétrole va venir à notre secours, et de gaz aussi, parce que le pic de production sur le pétrole conventionnel est passé en 2008, vous voyez, donc c'est encore avant le printemps arabe, donc normalement vous vous en souvenez pas du tout. Et si on regarde quelle est la production future de pétrole, voilà 2 graphiques, celui-là est en avant-première. Donc ça, c'est en gros une estimation haute de la quantité totale de pétrole qui pourrait sortir des puits à l'avenir. Mais en fait, toute cette partie moutarde-là, c'est l'énergie qu'on utilise pour faire sortir le pétrole des puits. Donc vous devez défalquer ça pour avoir l'énergie nette à disposition de la société. Et vous voyez que la quantité de pétrole à disposition de la société, dans ce graphique, ne retrouve jamais son niveau d'avant Covid. Et c'est très exactement ce que le Shift Project avait publié il y a maintenant 8 mois, sur la quantité de pétrole produite par les 16 premiers producteurs qui exportent en Europe. C'est en gros les 16 premiers producteurs mondiaux, moins le Canada et le Brésil. Et on était arrivé à la même conclusion. C'est-à-dire que nous avons probablement, tout pétrole, passé le pic, et si on ne l'a pas probablement passé, c'est qu'il est pour vraiment dans pas longtemps. Et vous voyez que pour les 5 ou 10 prochaines années, même si on se fiche du climat, au mieux c'est à peu près stable, avant un grand toboggan, même si on se fiche du climat. Donc de toute façon, il va y avoir significativement moins d'ici à 2050 de pétrole, pareil pour le gaz qui va rentrer en Europe, et pareil pour le charbon, puisque ces énergies sont déjà en baisse en Europe, et en baisse significative. Donc la fin de cette intervention, elle est, pour vous dire, que vous pouvez retrouver tout ça dans cet excellent album, nous avons un sujet avec le climat qui ne se résout pas quand on arrête les émissions. Nous avons un problème avec l'économie parce qu'aujourd'hui elle est dépendante mondialement des émissions de CO2 et mondialement de l'énergie fossile. Et de toute façon, de l'énergie fossile, il y a un moment où on en aura de moins en moins. Ce qui veut dire qu'une bonne partie de la transition que nous allons devoir faire, nous allons devoir la faire en décroissance. Voilà. C'est ça le cahier des charges pour l'avenir. Je m'arrête là. C'est à vous, Madame Bateau. Alors, en plus, je vais rattraper le temps de parole qu'a pris Jean-Marc. Bon, d'abord, bonsoir à Reims et à toutes celles et tous ceux qui sont en train de dîner, mais nous, on est très bien ici. Ensuite, je vous demande votre indulgence parce que je tiens une sacrée crève, mais j'ai un test PCR négatif, mais
Donc je ne suis pas au mieux de ma forme. Je vais donc essayer d'aller à l'essentiel parce que moi j'ai envie de pouvoir débattre avec vous, d'échanger, de répondre aux questions. Il y a peut-être 2 remarques liminaires que je voudrais faire. La première, c'est que rien n'est possible sans faire le bon diagnostic de la situation dans laquelle nous sommes, dans laquelle se trouve l'humanité. Et qu'aujourd'hui encore, malgré la quantité de données et de connaissances scientifiques accumulées depuis des décennies et des décennies et des décennies, le diagnostic est un terrain de bataille et un terrain de combat, parce qu'en fait, nous ne sommes pas seulement confrontés à un réchauffement climatique et à son accélération, on est confronté à un processus global qui est la dynamique de la grande accélération qu'on pourrait appeler aussi celle de la grande destruction de l'Anthropocène, avec un effondrement extrêmement rapide à une vitesse foudroyante de la biodiversité, une crise des ressources et globalement un dépassement des limites planétaires, des 9 ou 11 selon on compte limites planétaires qui définissent l'espace de sécurité dans lequel la vie humaine et les civilisations humaines ont pu se développer sur Terre. On est donc dans une situation d'urgence absolue à brève échéance quand on prend les données notamment sur le réchauffement climatique. On est dans la décennie critique et donc moi j'en tire une première conclusion en réaction à votre intitulé et à votre questionnement, c'est qu'il faut mettre à la poubelle le mot de transition. Parce qu'en fait aujourd'hui, on peut discuter de son origine, de la façon dont il a été conçu au point de départ, etc. Mais aujourd'hui, quand vous entendez dans le débat public en 2040, on va faire ceci, en 2050, ce sera comme cela, et d'ailleurs on s'engage à ceci, à cela, je vous conseille d'avoir un petit warning alerte greenwashing qui s'allume dans votre cerveau. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte désormais, c'est ce que nous faisons dans la décennie actuelle et ce que nous faisons entre maintenant et 2030, dont Jean-Marc a rappelé que toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui auront des conséquences dans 20 ou 30 ans et au-delà, à cause de l'inertie notamment du système climatique. Si on prend en matière de biodiversité, si vous voulez, on est déjà à 80% des populations d'insectes et un tiers des populations d'oiseaux en moins en France. Donc on est au-delà même de la notion d'urgence. D'ailleurs, on ne sait même plus quel mot utiliser pour parler de l'urgence. Donc à chaque nouveau rapport du GIEC, on dit urgence absolue, extrême urgence absolue. On ne sait plus comment le dire. Et du coup, il y a quelque chose de trompeur dans le mot de transition qui était valable il y a 20 ou 30 ans, quand on pouvait imaginer, vous voyez, faire tourner le curseur pour tendanciellement modifier la trajectoire de la société. Là, c'est comme si on était dans un train qui fonce à toute vitesse vers un mur. Il faut effectivement négocier un virage, mais la première chose à faire, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. On continue aujourd'hui d'appuyer sur l'accélérateur. Donc ça, c'est la première remarque que je voulais faire. La deuxième, c'est qu'en fait, au lieu de les blocages, je voudrais parler de le blocage. On peut, dans le débat, revenir sur toute une série de dimensions de ce qui empêche la transformation ou le changement ou la prise en compte réelle de l'urgence écologique. Mais nous sommes en réalité aujourd'hui dans une situation où on confond en fait les symptômes, c'est-à-dire les conséquences. On est dans des débats, si vous voulez, sur le traitement des symptômes ou le traitement des conséquences, et non dans un débat sur la cause, c'est-à-dire l'obsession pour la croissance économique et une société, un monde qui tourne autour de cette idée du toujours plus. Donc c'est un peu comme si vous aviez une maladie du tabagisme que vous vouliez combattre en prescrivant de continuer à consommer des cigarettes. Quand on vous dit qu'on va lutter contre le réchauffement climatique ou s'attaquer aux pertes de biodiversité en poursuivant en fait un objectif de croissance du PIB, c'est totalement antinomique en fait. Ça veut dire aggraver les causes du problème. Cette obsession pour la croissance économique résulte d'un lourd héritage. On peut avoir de très nombreux débats historiquement, philosophiquement, même anthropologiquement, extrêmement intéressants,
sur le poids qu'ont eu des conceptions religieuses, sur j'allais dire l'homme, je vais y revenir, dominant la nature, possesseur de la nature, sur la part du patriarcat. Donc c'est là l'homme maître et possesseur de la nature et aussi maître et possesseur des femmes. Je voudrais insister sur quelque chose qui me paraît fondamental, c'est que les deux grands systèmes idéologiques qui matricent en fait le débat politique en France comme à l'échelle mondiale, le libéralisme, le capitalisme et le marxisme, ont un point commun, qui est celui d'être productiviste et d'être favorable à la croissance économique et de conditionner la réalisation de leurs projets politiques à l'augmentation de la production. Les uns parce qu'ils pensent que l'accumulation toujours plus va, par théorie du ruissellement, faire le bonheur général. Les autres parce que le fait de faire grossir la taille du gâteau va permettre de mieux redistribuer les parts. On doit aujourd'hui envisager quelque chose de nouveau, c'est que la taille du gâteau doit diminuer et qu'il faut en même temps mieux partager les parts parce que c'est le seul chemin possible. Et on voit cette grande convergence qui existe dans le débat politique. On l'a vu aussi de façon assez spectaculaire en termes géopolitiques à la COP26. Bon, et ce n'est pas une nouveauté puisque ça fait à peu près 30 ans que c'est la même chose. À la COP26, vous avez toutes les grandes puissances, quelles que soient leurs tensions actuelles, extrêmement fortes, quels que soient leurs points de désaccord géopolitiques, qui sont toutes d'accord pour ne rien faire ou presque, ou faire semblant de faire par rapport à l'accélération du réchauffement climatique. Et on présente en 2021 comme une victoire diplomatique obtenue de haute lutte que le mot énergie fossile et le mot charbon, c'est pour vous dire où on en est, soient inscrits dans un texte international pour le climat pour la première fois depuis 30 ans. Et en fait, les règles du jeu des COP, depuis 1992, sont fondées sur un traité international qui dit, dans son article 3, alinéa 5, qu'on a le droit de prendre aucune mesure, même unilatérale à l'échelle d'un pays, en faveur du climat, qui pourrait contrarier le développement du commerce international et qui pourrait contrarier la poursuite de l'objectif de croissance économique. C'est-à-dire que c'est inscrit dans la règle de départ qu'on n'a pas le droit de s'attaquer aux causes du problème. Donc pour moi, le blocage, c'est celui-là, et il appelle une réponse qui est effectivement un projet politique de décroissance. Alors décroissance au sens de la réduction de notre empreinte écologique à l'échelle macroéconomique, c'est-à-dire de la réduction de notre consommation d'énergie et de matières premières, pour faire grandir notre bien-être autrement qu'en continuant de détruire la Terre et nos conditions d'existence. Voilà, je suis hyper courte pour laisser de la place, comme je remarque, à dépasser. C'est pas sympa, ça. Je rattraperai. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions. Je vais vous poser quelques questions qui nous viennent du chat et des personnes qui regardent en ligne. Donc on nous a posé la question de ce que représentait la promesse de la France d'arrêter de financer les projets incluant du charbon. Est-ce que c'est une grande annonce? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est assez dérisoire? Et j'avais aussi une question sur le blocage politique. Alors effectivement, c'est s'intéresser aux conséquences, pas aux symptômes. Mais une question, ça serait, est-ce que les citoyens sont suffisamment sensibilisés au changement climatique et à ses impacts pour pouvoir entendre parler de décroissance, étant donné les changements que vous avez présentés, Monsieur Jancovici, et notamment étant donné les tirs de barrage qu'ont reçus plusieurs maires écolos quand ils ont mis en œuvre des mesures qui, par exemple, l'arrêt de la viande dans les cantines à Lyon, qui n'étaient même pas pour des raisons écologiques, qui étaient pour des raisons sanitaires. Donc voilà, comment on réconcilie cet impératif d'appuyer sur la pédale de frein avec les citoyens et la politique? Ok, je commence. Alors, sur les promesses sur le charbon,
En fait, donc la France finance à l'international de nouvelles capacités d'exploitation des énergies fossiles en apportant la garantie de l'État au travers d'un dispositif qui s'appelle les aides à l'exportation. Donc du charbon, il n'y en a pas nécessairement eu dans les années récentes, mais par contre du pétrole et du gaz, oui. Ce sont au cours des 10 dernières années 9 milliards d'euros de garanties de l'État qui ont été consacrés à des nouvelles capacités d'exploitation d'énergie fossile de par le monde, dans des pays où il faut bien comprendre, puisqu'il s'agit du Yémen, de l'Irak, du Mozambique. Actuellement est sur la table une décision attendue du gouvernement français sur du gaz russe dans l'Arctique. Il faut bien comprendre qu'en fait, s'il n'y avait pas la garantie publique, s'il n'y avait pas la garantie de l'État, l'exploitation des énergies fossiles dans ces pays est infinançable et que vous n'avez pas une banque qui irait en fait dans des régions du monde qui sont en général extrêmement dangereuses, qui irait s'il n'y avait pas une garantie publique. Donc c'est effectivement un pur scandale et certainement vous avez vu ce qui s'est passé pendant la COP26 où vous avez un certain nombre de pays volontaires qui ont pris un texte d'appel pour dire on doit complètement arrêter la création de nouvelles capacités d'énergie fossile. C'est d'ailleurs ce que dit l'Agence internationale à l'énergie depuis notamment 2018, c'est-à-dire pas de nouveaux forages pétroliers, pas de nouvelles exploitations gazières, etc. La France a été acculée in fine à signer ce texte et dans la journée même, vous avez eu une sorte de rectificatif de Bercy disant que ça ne remettait pas en cause ce que la France avait prévu pour l'instant, notamment de continuer à financer de nouvelles exploitations gazières jusqu'en 2035. Les citoyens sont-ils suffisamment informés ? Des fois, moi, j'ai l'impression que les citoyens sont beaucoup plus informés qu'un certain nombre de hauts fonctionnaires ou Ce que je veux dire, c'est que la population me paraît parfaitement consciente de l'accélération du réchauffement climatique. 2/3 des jeunes sont en situation d'éco-anxiété et cette éco-anxiété touche aussi les adultes. Il est impossible pour n'importe quel humain normalement constitué, quand vous voyez des humains mis dans des salles de refroidissement au Canada, quand vous voyez les méga-feux autour de la Méditerranée, les inondations en Belgique, en Allemagne, le métro en Chine complètement inondé, tout le monde est imprégné en fait par l'angoisse existentielle auquel nous confronte l'accélération en cours du réchauffement climatique et le fait qu'on a le sentiment d'entrer dans l'époque des cataclysmes. Bon. Donc les citoyens sont conscients. Être conscient est une chose, être informé en est effectivement une autre. Et pour moi, il n'y a pas de hasard à ce que les citoyennes et les citoyens membres de la Convention citoyenne pour le climat, une fois qu'ils aient entendu les climatologues et un certain nombre de scientifiques, ont ensuite produit des propositions qui sont porteuses d'une rupture totale avec le consumérisme, qui sont des propositions à portée de main, et on dit, quand on leur posait votre question, quel est le principal blocage à l'action pour le climat, ont répondu l'obsession pour la croissance économique. Et c'est pour ça que je vous disais en premier point, la première bataille, c'est la bataille du diagnostic. La première bataille, c'est une grande action d'éducation populaire en France, partout, du top management des entreprises jusqu'à tous les services publics, de la préfecture de département jusqu'aux administrations centrales, partout, sur le diagnostic exact de ce qui est en train de se passer. Parce que c'est la manière de libérer en fait toute la créativité, toutes les intelligences, toute l'inventivité sur les solutions. Et tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'il y a un hiatus en fait sur le constat, on perd un temps infini. Donc oui, il faut informer les citoyens encore plus. Sur les maires écologistes, ça fait partie, je veux dire, il y a une bataille politique, il y a ce que j'avais appelé moi un front anti-écologie. Donc, c'est toutes les caricatures sur les Amish, etc., etc. Donc oui, il y a une bataille politique autour de tout changement sur l'écologie. Et c'est un combat qu'il faut assumer et qu'il faut affronter de face, qui pour ma part ne m'impressionne pas. Ok.
Une dernière question qui nous vient du chat et après on passera aux questions du public. Donc encore une fois, vous avez juste à vous... Ah oui, pardon. Non, c'est pas ça. Je vais juste un tout petit peu parce qu'effectivement j'ai trop parlé tout à l'heure. Sur la partie sensibilisation information, je pense qu'il y a une différence importante entre avoir souvent entendu parler de quelque chose et avoir bien compris de quoi il est question. Et donc tout dépend de ce qu'on attend des gens. Si on attend qu'ils soient suffisamment sensibilisés aujourd'hui pour dire il y a un problème et j'aimerais bien que quelqu'un s'en occupe, je pense qu'on y est sans aucun... Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Si on attend des gens qu'ils soient capables d'agir, c'est-à-dire d'avoir en tête les bons ordres de grandeur, les bonnes priorités, les bonnes contreparties, c'est-à-dire je peux faire ça mais je ne peux pas faire ça en même temps, etc. Là, pour le coup, je pense qu'on n'y est pas. Et c'est la raison pour laquelle, avant de démarrer cette discussion, on était dans le bureau de votre directeur qui se demandait comment est-ce qu'on pourrait donner dans cette école plus de connaissances factuelles, techniques, qui permettent derrière d'en faire quelque chose dans un métier ou qui permettent d'en faire quelque chose dans une fonction. Donc il y a une différence entre dire « je suis d'accord, c'est un problème » et être capable de s'en emparer. On ne parle pas du même degré d'information qu'il faut avoir en main. C'était juste ça que je voulais préciser. Si je peux rebondir sur ce que dit Jean-Marc, avec lequel je suis totalement d'accord. En fait, aujourd'hui, les débats sur l'écologie sont pleins de controverses, dans lesquelles les gens sont souvent paumés. Alors vous voyez, faut-il ou pas des voitures électriques, faut-il ou pas des éoliennes, faut-il ou pas les débats sur l'alimentation, etc. Et en fait, pour faire les bons choix, il y a besoin de boussoles. Voilà. Et les bonnes boussoles, elles sont basées sur une analyse clinique, factuelle de la situation dans laquelle nous sommes. D'accord. On a une dernière question qui provient du chat et puis après on vous laissera poser vos questions. Vous pourrez... Oui. Alors pour poser les questions, il suffit d'aller dans le couloir et d'aller au micro, quoi. Sylvain, je te laisse poser une question. Et après je prendrai la question du chat. Ah, il allumait juste le micro. Pardon. Alors, la question du chat. Vaut-il mieux prévenir le réchauffement climatique, c'est-à-dire essayer d'atténuer encore les effets du changement climatique, ou au stade assez pessimiste que vous avez dressé, plutôt s'y préparer, voilà, par crainte J'ai beaucoup parlé, vas-y, tiens la première. Non, je pense qu'on a la même réponse, c'est les deux, en fait. C'est-à-dire que on est dans une urgence absolue, mais on est encore dans un horizon de temps où on peut, c'est ce qui découle d'ailleurs du dernier rapport du GIEC, si on agit maintenant de façon cohérente, radicale, rapide, etc., on peut encore limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Après, on bascule dans des phénomènes qui sont hors de contrôle. Quand on dit limiter, ça ne veut pas dire se préserver de tous les impacts. Et donc oui, effectivement, on doit maintenant considérer en fait qu'il va y avoir des conséquences certaines. Pour une partie d'entre elles, vous savez qu'elles sont irréversibles, en particulier en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer et la fonte des glaces. C'est-à-dire que ça, on y aura droit de toute façon, quand bien même on arriverait à la neutralité carbone demain matin. Donc ça veut dire des conséquences certaines du point de vue des événements climatiques extrêmes et des événements au long cours, mais auxquels on peut encore essayer de s'organiser pour faire face, mais auxquels il faut se préparer. Et donc ça veut dire pour moi que c'est désormais une question de sécurité nationale. Ce qui est très nouveau dans le débat public. Parce que, vous voyez, on considérait que bon, c'est ces écolos-là, avec les sujets qui les préoccupent, c'était pas du tout, l'écologie n'était pas du tout considérée comme un enjeu de protection civile de la population et de sécurité au sens premier du terme. Désormais, ça l'est. Donc ça l'est évidemment par rapport aux catastrophes et aux événements climatiques extrêmes. On peut parler de ce qui s'est passé dans la vallée de la Roya, on peut parler d'Irma, on peut parler des incendies qu'il y a eu dans le Var
cet été où les pompiers vous disent qu'il y a eu un comportement de l'incendie totalement anormal et qu'ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Enfin, on peut continuer à développer, mais ça vaut aussi pour des évolutions au long cours et qui impactent en premier lieu les questions d'alimentation et de souveraineté alimentaire. Donc, il faut organiser notre résilience, et donc ma réponse, c'est les deux. Merci beaucoup. On peut passer aux questions dans la salle. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre intervention qui est extrêmement prenante et qui nous intéresse. J'avais une question concernant finalement les différents programmes qui ont été portés par la primaire des écologistes. Je sais que vous êtes particulièrement intéressé par le sujet. Je voulais savoir, finalement, on parle d'urgence absolue, d'extrême urgence absolue. On a tous cette notion en tête. Et pourtant, on voit aussi un parti qui se fait entendre sur d'autres questions. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dilution à justement porter ce message de l'urgence absolue pour la décennie cruciale que nous vivons sur d'autres sujets de société, et comment vraiment réussir à les lier et à faire adhérer les Français à ces questions? Je n'ai pas trop compris la question. Ça marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet de dispersion au sein des Verts? Ah. Traduit. Esprit de synthèse. On en prend plusieurs, non? Je les note. On va en prendre plusieurs à la suite. On les note comme ça. Ouais. Bonsoir et merci beaucoup pour votre intervention. J'avais deux petites questions, l'une sur le nucléaire. Je trouve que la question a été un peu éludée et on a besoin d'en parler quand même parce que les investissements qu'on décide de faire aujourd'hui vont nous engager pour 30 ou 40 ans. Donc je crois que c'est très important et on pourrait investir, je crois, dans les renouvelables. Et ma seconde question concerne les Suds et les pays qui ne bénéficient pas de nos niveaux de développement. Comment on les intègre dans cette transition et comment on fait pour leur permettre d'accéder à un niveau de vie qui leur permet le bien-être, justement, tout en permettant la sobriété. Merci beaucoup. Et on va prendre une dernière question à gauche, enfin à droite du coup. Bonsoir, merci pour vos interventions. Deux questions du coup très courtes. Première question, comment est-ce qu'on traite les émissions importées? Je prends mon téléphone, je suis sûre qu'il y a des objets qui viennent de 10 pays différents. Mes habits, même si je les achète chez Hermès, j'aurai quand même au moins les matières premières qui ne viendront pas de France. Donc est-ce qu'il faut démondialiser? Est-ce qu'il faut... ça ne veut pas dire que j'achète chez Hermès, hein, je veux dire c'est... Est-ce qu'il faut démondialiser? Est-ce qu'il faut réduire la consommation? C'est suffisant dans un monde qui est déjà complètement mondialisé. Et deuxième question, en tout cas à mon époque, quand j'étais à Sciences Po, on parlait quand même très peu de décroissance, on parlait plutôt de découplage, etc. Est-ce qu'aujourd'hui dans les universités c'est en train de changer? Je crois que vous travaillez avec quelques universités, peut-être plutôt des écoles d'ingénieurs sur cet aspect-là. Mais je pense que ce serait crucial parce qu'ici, on a quand même plusieurs futurs, peut-être dans cette salle, mais décideurs. Voilà, est-ce que les choses changent à ce niveau-là? Merci. Alors, qui veut commencer à répondre? La première question était sur les Verts. Je laisse la politesse à la première concernée. Moi, j'ai pas compris en fait les sous-entendus de la question qui n'étaient pas assez explicites, puisque moi j'ai pas le sentiment que les écologistes ne portent pas l'enjeu de l'urgence écologique. Donc je sais pas à quoi vous faisiez référence exactement en parlant de dispersion. Ben, plein d'autres. Oui. Mais quels autres concrètement? Alors, voilà, c'est ce à quoi je m'attendais, et donc c'est ce avec quoi je ne suis pas d'accord. En fait, il ne peut pas y avoir de... En fait, si vous voulez, le changement qu'on doit accomplir, c'est d'abord... Comment dire? C'est d'abord de la physique, mais c'est aussi de la culture. C'est-à-dire que nous sommes héritiers de croissance. Par exemple, ma génération, j'espère pas la vôtre, a été biberonné à l'idée qu'il y avait eu un truc super dans l'histoire qui était les 30 Glorieuses et qu'il fallait absolument courir à vouloir revenir à l'époque des 30 Glorieuses. Donc il y a un changement culturel à opérer, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le point commun entre les idéologies venant du libéralisme et celles venant du marxisme.
Et il y a, excusez-moi, l'impossibilité d'accomplir cette transformation en restant dans le système du patriarcat. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui doit changer dans notre rapport au vivant, dans notre rapport à la nature, c'est aussi des choses à changer dans notre rapport des humains entre eux. Et c'est la nécessité d'abolir toute forme de domination et tous les mécanismes de domination, et c'est ce que porte l'écoféminisme. Et c'est pour ça que l'écoféminisme et la décroissance, c'est vraiment c'est les doigts d'une même main, en fait. Ça marche complètement ensemble. Et l'écoféminisme a toujours, d'ailleurs, dans celle qui en a inventé la notion, Françoise d'Aubonne, combattait l'illimitisme, ce que la philosophe Simone Veil appelait l'illimitisme, c'est-à-dire cette idée de déracinement par rapport à nos conditions d'existence biologique et par rapport à notre rapport à la Terre. Donc, pour moi, ce n'est pas une dispersion de parler d'écoféminisme. Et par ailleurs, à l'échelle internationale, il n'y a pas de hasard aujourd'hui à ce que les deux seuls grands mouvements sociaux d'ampleur internationale sont d'une part le mouvement de la jeunesse mobilisée pour le climat et d'autre part MeToo. Et en fait, il y a un lien entre les deux et en fait, il y a une cohérence entre les deux et en fait, c'est ça qui va changer le monde. Donc pour moi, la décroissance et l'écoféminisme, ça marche ensemble. Je veux bien commencer sur le nucléaire, parce que visiblement, c'est le débat que vous attendez ce soir, et Jean-Marc dira ensuite l'inverse de moi. Je vais peut-être justement commenter cette remarque en vous racontant quelque chose. J'ai été ministre de l'écologie et de l'énergie, donc en charge de la conduite du débat national sur la transition énergétique en 2012. Et tous les experts que nous avions consultés avaient fait des scénarios. Et tous les scénarios avaient un point commun, vous voyez, dans tous les futurs énergétiques possibles pour la France, c'est qu'il n'y avait aucun chemin pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ne commençait pas par diviser par 2 la consommation d'énergie en France. C'est-à-dire que quel que soit le mix énergétique futur, le premier effort, l'urgence absolue, c'est de réduire la consommation d'énergie, autrement dit, d'organiser la décroissance énergétique. Et en fait, on est dans une situation en France où le débat sur le nucléaire, il sert de paratonnerre pour dévier l'énergie de nos intelligences de cet effort-là, qui est le premier à faire, et servir de dérivatif et étouffer le débat sur la décroissance énergétique. D'autre part, présenter la construction d'un nouveau programme nucléaire comme une solution pour le climat, alors qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de construire un EPR, que les EPR dont il est question coûtent cher, que les EPR dont il est question ne verraient pas le jour avant 2045, alors que tout à l'heure, je vous ai dit que les solutions, ce qui compte, c'est ce qu'on fait entre maintenant et 2030, pour moi, n'est pas quelque chose de sérieux. Enfin, ayant été en responsabilité de la sûreté nucléaire, le débat sur le nucléaire, pour moi, ne se situe pas seulement dans un débat de moyens de production énergétique et d'impact sur le réchauffement climatique, mais aussi comme un sujet de sécurité et de risque. Et quand je lis le témoignage du lanceur d'alerte de Tricastin, pour celles et ceux qui l'ont lu, il y a des motifs d'inquiétude sérieux sur la sûreté nucléaire qui fait que moi, je ne suis pas favorable à ce que la France lance la construction d'un nouveau programme nucléaire. On peut avoir des débats sur l'avenir du parc nucléaire existant. Moi, ma vision est celle d'un ordre des priorités extrêmement clair. D'abord, réduire la consommation d'énergie. Ensuite, priorité absolue à la sortie des énergies fossiles. Et c'est seulement dans un troisième terme que l'on peut envisager de diminuer le parc nucléaire existant à mesure que ces progrès sont réalisés et en tenant compte des transferts des énergies fossiles vers l'électricité.
On continue sujet par sujet. C'est mieux si Jean-Marc veut parler du nucléaire, ou comme vous voulez. Peut-être que ça vous brûle de parler du nucléaire. Okay. Alors, je suis d'accord avec presque tout, avec quelques nuances importantes. La première, je vais parler chiffres. Aujourd'hui, quand vous regardez la quantité d'énergie qui est utilisée par les machines françaises, vous avez en ordre de grandeur 2000 milliards de kilowattheures qui sont utilisés par an par les machines françaises. 2000 milliards. C'est ce qu'on appelle l'énergie finale. Ça inclut les énergies renouvelables, y compris le bois. Là-dedans, vous avez à peu près 400, donc 400 sur 2000, qui viennent du nucléaire. 400 milliards de kilowattheures. Donc si on divise par 2, premier objectif auquel je souscris tout à fait, il nous en reste 1000 à fournir. Voilà. Dont il y a 400 de nucléaire. Donc si on dit le reste, ça doit être des énergies renouvelables, il faut fournir 600 de renouvelables, 600 milliards de kilowattheures. Et là, il faut commencer à faire des calculs pour voir si c'est simple, pas simple, et si dans ces 600, malgré la difficulté, le prix, etc., en fait, on n'a pas meilleur compte quand même, de temps en temps, d'essayer d'en rajouter un peu, parce que ça sera encore plus dur de rajouter beaucoup de renouvelables. C'est dans cette case-là qu'il faut débattre. Et même si on divise par 3, ce qui, au premier ordre, représente une vraie décroissance du pouvoir d'achat, dont je vous rappelle qu'aujourd'hui, tout le monde dit que c'est le prochain sujet de la présidentielle, ça ferait encore 600 ou 700 milliards de kilowattheures à fournir, dont 400 de nucléaire aujourd'hui. Donc le débat doit être pragmatique, il doit porter sur des chiffres. Voilà. La deuxième chose que je voudrais mentionner, c'est que c'est très différent de faire un objet et de faire un système. C'est clair qu'aujourd'hui, c'est considérablement plus simple de faire une éolienne additionnelle que de faire un réacteur additionnel. Zéro débat là-dessus. Par contre, à la question qui est, est-ce que c'est plus simple de faire un système basé sur beaucoup de renouvelables que de faire un système basé sur beaucoup de nucléaire? Eh bien là, la réponse, elle est beaucoup moins évidente, parce que les renouvelables qu'on sait développer aujourd'hui sont des renouvelables non pilotables. Ce n'est pas le cas de toutes les renouvelables. L'hydroélectricité, par exemple, est parfaitement pilotable. Le bois est raisonnablement pilotable. Mais celles qu'on développe aujourd'hui ne le sont pas, le soleil et le vent. Et de faire un système basé là-dessus, c'est compliqué si on veut par ailleurs conserver une organisation dans laquelle les cours démarrent à Sciences Po à 9h ou à 8h, je ne sais pas si vous êtes fait de la grasse mat ou pas ici, qui est du vent ou pas de vent, du soleil ou pas de soleil, et un monde dans lequel le métro il avance à 7h, qui est du vent ou pas de vent, et du soleil ou pas de soleil, et que votre dentiste il va vous extraire la molaire à 8h, qui est du vent ou pas de vent, ça c'est pas très agréable, je ne vous conseille pas d'y aller trop souvent, et où le restaurant va vous servir à 12h30, qui est du vent, pas de vent, etc. Voilà. Donc aujourd'hui on a basé une société sur les horaires, on a une société prévisible, organisée, basée sur les horaires. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Nos ancêtres chasseurs de mammouths, ils n'étaient pas du tout basés sur les horaires. Le mammouth leur disait pas, je te préviens, tu peux me zigouiller à 3h45 de l'après-midi, parce qu'à ce moment-là, je vais passer. Donc, c'est pas comme ça que ça se passait. Pour moudre de la farine, il y avait du vent, on faisait de la farine, il n'y avait pas de vent, on faisait pas de farine. Hein. Donc nos ancêtres ont vécu dans un monde dans lequel les choses étaient peu prévisibles. Ça donnait un monde très différent. Alors, on peut très bien le retrouver. L'espèce y survivra très bien. Je l'ai dit tout à l'heure. L'essentiel de notre vie, on a eu un monde 100% renouvelable. Par contre, il faut bien comprendre la contrepartie. La contrepartie, encore une fois, c'est que le monde pilotable est un monde dans lequel c'est compliqué de se passer à la fois des fossiles et du nucléaire. Voilà. Sauf dans quelques pays bénis des dieux où ils peuvent tout faire avec des barrages. Donc il faut envahir l'Europe du Nord. Voilà. On leur a déjà envoyé un roi en Suède. On peut bien envoyer le reste de la population. Sinon, voilà, c'est ça le débat qu'il faut avoir. Alors, je ne rentrerai pas ce soir, parce qu'on n'a pas le temps, dans tous les inconvénients réels ou supposés du nucléaire, parce que là, on y passerait la nuit. Je vais juste dire une chose, les médias français ont eu tendance, globalement, à parler des inconvénients du nucléaire, au-delà de la place des inconvénients du nucléaire, dans l'ensemble des inconvénients auxquels nous devons faire face sur cette planète. Ils ont quand même voilà. Je le dis parfois d'une manière un peu caricaturale en disant il y a un ouvrier qui se laisse tomber un marteau sur le pied dans une centrale nucléaire et ça fait un quart de page dans le monde. Ou les chiottes sont bouchées dans une centrale nucléaire, un quart de page dans le monde. Bon, bref. Du coup, je vais embrayer sur l'empreinte carbone et puis après je te repasse la balle sur l'empreinte carbone. Alors l'empreinte carbone, mais je suis très en phase avec Delphine sur la partie de toute façon, l'urgence, c'est la baisse. Alors mon programme idéal, vu de ma fenêtre sur le nucléaire, il n'est pas de déployer des EPR partout. Il est d'accélérer, de mettre un énorme coup d'accélérateur sur la 4e génération
Pardon, un truc que j'aurais dû dire aussi encore avant, c'est qu'il faut bien comprendre que de sortir des griffes des limites planétaires dont on vous a parlé ce soir, ce n'est pas une économie tranquille. Pour moi, c'est ce que j'appelle une économie de guerre. On est dans un monde dans lequel il faut avancer à peu près à la vitesse à laquelle on avance quand on a un pays en économie de guerre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, ça veut dire que les rythmes d'avancée d'un certain nombre de choses changent complètement. Pour certains, ça ne change rien, parce que même si vous êtes en économie de guerre, vous faites toujours un bébé en 9 mois, ça ne change pas. Donc il y a des trucs, on ne change pas. Voilà. Et puis, il y a des trucs pour lesquels ça peut changer très, très significativement la vitesse à laquelle on avance. Alors sur le nucléaire, moi, mon programme idéal, c'est de foncer sur la 4e génération, c'est-à-dire de mettre un paquet de milliards sur le développement, de telle sorte qu'on puisse avoir, à l'horizon d'une vingtaine d'années, la capacité à déployer des réacteurs de 4e génération. On boucle avec des EPR le temps de faire la jonction, mais on n'en déploie pas plus que ça. Voilà, c'est ça la manière dont je verrai les choses sur le programme nucléaire. C'est pas du tout comme ça que le gouvernement... Et je suis tout à fait d'accord avec Delphine quand elle dit le nucléaire est un cache-sexe des gens qui ne veulent pas entendre parler de baisse de la consommation d'énergie. Alors ça, je suis 100% d'accord. Et c'est la raison pour laquelle les plus pro-nucléaires sont aussi les plus climato-sceptiques, les plus vieux, les plus convaincus que le progrès va nous sauver. Enfin, tout ça est un même paquet, ce qui, de mon point de vue, n'a pas de cohérence propre, mais c'est quand même comme ça que ça s'articule aujourd'hui dans l'opinion, et souvent le plus à droite. C'est aussi une réalité sociologique. Alors sur la partie empreinte carbone, il y a effectivement une énorme partie des émissions qui sont la contrepartie des objets que nous avons à notre disposition qui ont eu lieu hors de France. Donc quand vous achetez aujourd'hui de l'électronique, il n'y a pas une usine de smartphone en France, il n'y a pas une usine qui fait des dalles d'écran, il n'y a pas une usine de microprocesseurs, sauf quelques usines de ST Microelectronics à Grenoble. Donc vous avez en gros à peu près rien qui vient de France. Quand vous achetez du textile, pour l'essentiel, ça a été fabriqué hors de France. Donc vous achetez de la plateforme pétrolière si c'est synthétique ou des champs de coton qui ne sont pas en France non plus si c'est du coton. Quand vous achetez aujourd'hui une petite voiture, l'essentiel du temps, elle n'est pas faite en France, etc. Donc il y a énormément d'objets qui ne sont pas faits en France, de telle sorte que si on veut raisonner sur le lien entre les émissions et notre style de vie, c'est sur ce qu'on appelle l'empreinte carbone qu'il faut raisonner et pas sur les émissions domestiques. Donc il faut raisonner sur la totalité des émissions qui sont la contrepartie de notre mode de vie. Et ces émissions-là ont significativement augmenté entre 1990 et l'apogée, on va dire, qui se balade aux alentours de 2010, alors que les émissions domestiques ont baissé. Et c'est sur les émissions domestiques qu'on est tenu au titre des accords internationaux, et c'est sur les émissions domestiques qu'on a une stratégie nationale bas carbone. Mais par contre, c'est sur les émissions de l'empreinte carbone que nous avons une vraie contrepartie à notre mode de vie. Donc il faudrait effectivement le suivre et agir dessus, parce qu'en fait, si on parle de notre responsabilité de consommateur, on va dire, c'est bien de l'empreinte carbone dont on parle, ce n'est pas de nos émissions domestiques. Et il y a un troisième poste d'émissions auquel on pourrait s'intéresser, c'est les émissions induites par les exportations françaises, parce que dans les exportations françaises, il y a notamment des avions. Et les avions, ça émet un tout petit peu quand on s'en sert aujourd'hui. Ça émet même 99 fois plus que quand on les fabrique. Donc un avion, c'est un gros réservoir de kérosène volant. Donc on pourrait aussi intégrer dans l'empreinte carbone de la France les émissions d'utilisation des produits vendus par les Français. Voilà, ça serait encore un autre calcul qu'on pourrait faire. Je continue. Alors juste un rebond sur le nucléaire, pour dire qu'en fait on est dans un débat. Vous voyez, pendant la Révolution française, il y avait tous ceux qui voulaient abolir la monarchie, puis il y avait les autres. Bon. Ceux qui voulaient abolir la monarchie, ils avaient plein de débats entre eux. Bon. Et donc, aujourd'hui, je prends cette comparaison parce qu'il faut qu'il y ait des débats. C'est bien qu'il y ait des débats, mais je pense que nous sommes conscients, Jean-Marc comme moi-même, que nous sommes dans le camp des résistants qui sont pour abandonner l'obsession pour la croissance économique, quand bien même nous pouvons avoir des débats francs et intelligents, notamment sur le nucléaire. Je voulais prendre la question sur je vais revenir sur les émissions importées très brièvement, mais sur les pays du Sud, en fait. Parce que dans les défis climatiques, la question de la justice est fondamentale. Et en fait, cette question de justice, elle se pose à l'intérieur de nos pays comme à l'échelle internationale, dans les mêmes termes quasiment. C'est-à-dire que si on compte en empreinte carbone, l'empreinte carbone historique des pays
dits développés, qui ont développé massivement les machines, les énergies fossiles, qui ont construit leur développement aussi sur l'accaparement des richesses d'autres nations, CF, la question de l'impérialisme, du colonialisme, etc. Vous avez d'ailleurs, vous savez, dans tous les débats sur quand a commencé l'Anthropocène, bon, les géologues répondent que ça a commencé avec les essais nucléaires parce que dans des milliers d'années, on retrouvera leurs traces dans les couches géologiques, mais vous avez des débats qui disent que ça a commencé avec la colonisation, d'autres ça a commencé avec le capitalisme, à ce moment-là ils parlent de capitalocène, bref. Donc cette question de justice, elle est fondamentale. Et de la même façon qu'aujourd'hui en France, vous avez des personnes qui ont des modes de vie à 30 tonnes, 40 tonnes de CO2 et d'autres personnes qui peuvent être, les plus modestes, qui vont être à 4 tonnes ou 6 tonnes de CO2 par an. À l'échelle internationale, vous avez la même chose. Et on ne peut on ne peut réussir les transformations à opérer que par plus de justice. Et en fait, d'où la tension qu'il y a notamment à chaque COP sur les pays qui viennent dire d'abord la question des pertes et dommages, c'est-à-dire les pays qui vont être rayés de la carte, qui viennent dire comment notre situation est prise en compte puisqu'on va être purement et simplement éliminé de la surface de la Terre. C'est notamment la question de tous les pays qui militent, vous savez, pour l'objectif de 1,5 degré, même si tout le monde sait qu'il ne sera pas tenu, parce qu'en fait, entre 1,5 et 2 degrés, il y a des différences pour un certain nombre de pays qui sont absolument notables, c'est-à-dire que leur vie ou leur mort en dépend de cette différence entre 1,5 ou 2 degrés, et c'est la même chose à l'intérieur de nos pays. Du coup, ça amène à une clarification sur la définition de la décroissance. L'économiste Timothée Parikh l'a définie comme la réduction de notre empreinte écologique dans les pays dits riches ou développés, justement pour intégrer cette dimension des rapports Nord-Sud. On peut néanmoins leur souhaiter de construire un autre modèle de développement que de copier celui qui est en train de détruire nos conditions d'existence. Sur les émissions importées, il faut que l'empreinte carbone devienne la règle de calcul. Et cette notion d'empreinte carbone, elle est absolument fondamentale, notamment par rapport à des arguments que vous pouvez entendre de temps en temps dans le débat public, qui est le aquabonisme. À quoi bon est-ce que la France ferait pour elle-même des choix exemplaires, puisque nous représentons, je ne connais plus le chiffre par cœur, Jean-Marc, que 1% des émissions mondiales de CO2, alors à quoi ça sert ? Et en fait, le 1%, c'est effectivement les émissions sur notre sol. Ça ne tient pas de compte du fait que notre bétail mange du soja qui a contribué à détruire la forêt amazonienne, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, notre empreinte, notre consommation intérieure a des conséquences partout dans le monde. Et donc, nos choix ont des conséquences partout dans le monde. D'autre part, c'est là qu'on voit le lien qu'il y a entre les transformations à accomplir et la relocalisation de l'économie. Et en fait, si vous ne comptez pas en empreinte carbone, mais que vous comptez seulement en empreinte émissions de gaz à effet de serre sur notre sol, ça peut être complètement antinomique avec le fait de vouloir rapatrier telle ou telle activité industrielle. Donc c'est absolument fondamental de compter en empreinte carbone et de se battre pour la reconnaissance de l'empreinte carbone à toutes les échelles nationales, européennes et internationales. Et je salue le travail du Haut Conseil pour le climat qui a beaucoup fait avancer la réflexion, y compris celle du législateur en France. Donc on a réussi à glisser quelques trucs dans le Code de l'énergie, mais ce n'est pas encore ça. Alors, il nous reste 15 minutes, donc je crois qu'on a une question en haut. On va essayer après de commencer par là. Il y avait une question sur le programme des universités. Ah oui. Et une question sur la mondialisation. Alors, la question sur la mondialisation, en 15 secondes, la mondialisation, c'est du pétrole. Donc, moins de pétrole, ce sera moins de mondialisation. Voilà, fin de la réponse. Non, mais c'est exactement ça, hein, je veux dire. Bon. Et le programme des universités, non, pour le moment, ça reste très, très embryonnaire, cette affaire-là. Hein. Si vous regardez la façon dont ces sujets de limites planétaires et ces sujets de cadre des réflexions physiques sont pris en compte aujourd'hui dans les programmes d'enseignement, globalement, on en est encore au balbutiement. Globalement. Donc, en haut, il y a une question. Oui. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, à titre personnel, je m'interroge un peu sur ce qu'impliquerait la décroissance en termes de rapports de force internationaux. Parce que si nous, la France, décidons de nous appauvrir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc pour la bonne cause, ne risque-t-on pas un jour
de nous retrouver en position de faiblesse vis-à-vis de certaines puissances étrangères rivales, notamment au plan militaire. Je vous pose cette question car aujourd'hui, la puissance d'un État, y compris militaire, mais pas que, dépend beaucoup de sa prospérité économique. Alors, on va commencer par là. Bonsoir, merci à vous pour la conférence. Alors moi, j'aurais une question par rapport à l'Union européenne. Est-ce que c'est plutôt une source de blocage ou une source de solution, sachant que d'un côté, on a une législation qui met en avant le marché commun, le libre-échange et la croissance économique, mais que de l'autre, si jamais on a un pouvoir politique vraiment très écologiste, il y a un levier sur 440 millions d'habitants et les pays les plus riches du monde. Merci. Bonsoir. Madame Bateau, dans votre intervention, vous avez mentionné un traité qui serait en fait un blocage aux négociations sur le climat. J'aimerais savoir, ça m'a fait penser justement au traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité assez secret et qui bloque totalement toutes les actions climatiques. Alors, comment vous expliquez l'absence totale de la question de la sortie de ce traité dans le débat politique, y compris chez les Verts et les différents partis de gauche? Est-ce que c'est par manque de connaissances ou par manque de courage politique ou quelque chose d'autre, sachant que c'est quand même un traité qui permet aux grandes industries fossiles d'intenter des procès aux États qui, pour des milliards et des milliards d'euros, la France en a fait les frais, l'Espagne en a fait les frais. Donc voilà, c'est ma question. On va s'arrêter là pour ce round. Je ne sais pas qui veut commencer. On en prend jusqu'à 20h50 et après plus de questions. Ok, bon. On prend encore 2 minutes de questions, donc dépêchez-vous de bien les poser et ensuite ce sera le temps des réponses. Je vais essayer de faire vite. Donc bonsoir. Donc moi personnellement je suis étudiant donc en première année à Sciences Po en double licence avec en géosciences. Donc on allie les sciences et les sciences humaines. Ma question du coup c'était sur l'éducation. Il y a 2 semaines, en tant que militant, j'ai eu l'occasion d'intervenir lors d'un forum sur l'agriculture avec des représentants de l'agro-industrie, des représentants politiques, et j'ai posé une question simple, qui a eu le rapport du GIEC, et j'ai eu une surprise, à peine quelques mains se sont levées. Donc ma première question, c'est comment éduquer nos dirigeants, donc les dirigeants politiques et les dirigeants économiques. La deuxième question, du coup, c'est comment on va éduquer les jeunes. Donc personnellement, je fais partie du mouvement Youth for Climate France, qui est le mouvement des grèves mondiales pour le climat. Et donc on travaille beaucoup sur ces questions. Notre proposition, c'est d'apporter 1 heure de cours, un créneau d'1 heure de cours chaque semaine pendant tout le secondaire sur les enjeux interdisciplinaires. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis du coup, ma troisième et dernière question. Apparemment, notre nouveau directeur vous a posé des questions là-dessus sur comment on pourrait faire à Sciences Po pour mieux prendre en question, faire en sorte que ces questions soient étudiées. Du coup, quelle était votre réponse quand il vous a posé cette question? Merci. Merci. Et 1 minute pour une question à gauche. Je vais faire encore plus court. C'était juste pour vous demander quel niveau d'action serait peut-être le plus pertinent ou comment travailler au niveau international, surtout sur ces problématiques. Voilà. Merci. Bon, c'est bon, on va peut-être passer aux réponses. Là, il y a énormément de questions. Merci pour vos questions. Décroissance et puissance militaire, c'est plutôt pour toi, ça, non? Je crois que je veux bien répondre aussi, mais je pense qu'on risque de dire un peu la même chose. Alors d'abord, donc sur la France et l'international et la décroissance, la première chose que je voudrais dire, équivaut pour toute forme d'action pour le climat ou pour le vivant qui soit sérieuse, c'est d'inviter à bannir l'idée qu'il ne faut pas faire les choses parce qu'on serait les seuls à le faire. Parce qu'en fait, si on est dans ce mode de raisonnement-là, on ne fait rien. En fait, si on attend qu'il y ait un consensus mondial et international pour se décider à agir dans la bonne direction, en fait, personne ne fait rien. Et du coup, vous avez les COP qui sont une forme de « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » pour ne rien faire. Et ça, c'est pas possible. Et donc la France, dans son histoire, sur de nombreuses questions, a parfois été, et en général c'est ce qui fait plutôt notre fierté, la première au monde à décider, par exemple, d'abolir la monarchie dans un moment où c'était le seul régime politique au monde dans les pays dits développés de l'époque. Bon. Et on peut multiplier des exemples. Et dans les fois où on a été en retard dans notre histoire, en général, on n'a pas été les premiers, par exemple, pour le droit de vote des femmes, et on peut multiplier. Bon. Donc, il y a vraiment, on ne peut pas être dans le logiciel
qui serait que c'est les pays les plus émetteurs, les plus conservateurs et les plus dépendants des énergies fossiles qui tirent les ficelles pour que rien ne bouge, sur lesquels on doit s'aligner parce qu'à ce moment-là, on ne fait rien. Deuxièmement, est-ce qu'on est aujourd'hui dans une situation de puissance? Ben non, en fait. On est dans une situation de faiblesse et de dépendance géostratégique majeure. Parce qu'on dépend du gaz, notamment de Poutine, mais pas que, parce qu'on dépend des importations d'énergie fossile, parce qu'on dépend des supraconducteurs faits, des semi-conducteurs faits à l'autre bout du monde, etc. Donc en fait, le fait de concevoir une politique de décroissance, j'insiste, en termes macroéconomiques, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est la réduction globale de notre empreinte écologique, qui est une stratégie aussi de relocalisation de notre économie. C'est une stratégie de reprise, de maîtrise, de contrôle et donc de souveraineté sur ce qui est assez fondamental pour tout ce qui concerne notamment la sécurité du pays et en tout cas justement de sortir de cette situation de dépendance géostratégique qui est un affaiblissement très important pour la France mais aussi pour l'Union européenne. Sur l'Union européenne, moi alors, c'est là que je vais nuancer ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on est par définition sur des enjeux qui concernent l'humanité tout entière. Il n'y a pas de sujet qui soit à dimension plus internationaliste que ceux de la lutte efficace contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité, pour la préservation de nos conditions de vie sur Terre. À partir de là, évidemment qu'on a besoin de l'Union européenne, évidemment qu'on a besoin, même les COP, leurs résultats sont totalement insuffisants, mais c'est un cadre multilatéral, et heureusement qu'il existe. Bon, on a besoin de multilatéralisme, on a besoin de l'Union européenne, et du coup, le problème qui est posé, c'est quelle est la politique de l'Union européenne. De ce point de vue-là, en fait, aujourd'hui, la politique notamment énergétique de l'Union européenne, ça a été d'appliquer au secteur de l'énergie les totems de l'ouverture des marchés, la concurrence libre et non faussée, etc., au secteur de l'énergie, qui est un secteur qui, par définition, a besoin d'une intensité capitalistique et de choix de puissance publique qui ne peuvent pas être dépendants de la main invisible du marché. Et donc, la question prioritaire pour l'Union européenne, c'est notamment celle que j'ai évoquée sur sa dépendance aux importations de pétrole, de gaz et d'énergie fossile. Et du coup, je vous invite, puisque vous recevez, je crois, Amélie de Montchalin demain, à lui poser la question, notamment sur la charte de l'énergie, comme ancienne ministre chargée des Affaires européennes, et savoir ce que la France va faire dans la présidence française de l'Union européenne, parce que c'est effectivement une question très importante. Sur l'éducation, on en a déjà parlé. Ce qu'on a dit avec Jean-Marc, on était convergents, puisqu'on avait déjà travaillé ensemble sur cette question, c'est que l'enjeu dans l'éducation, ce n'est pas d'ajouter des cours en plus. Ce n'est pas d'ajouter des cours de matières supplémentaires ou de matières nouvelles, même si on peut, bien sûr, selon les formations, en discuter. C'est le contenu de l'ensemble des enseignements dans tous les domaines, en quoi il tient compte des limites planétaires, du réchauffement climatique et transmet les connaissances factuelles de base fondamentales, quel que soit le métier qu'on se destine à faire. Et donc, c'est ce qu'on échangeait tout à l'heure avec votre directeur, en lui signalant par ailleurs des ressources internes ou publiées aux presses de Sciences Po qui sont très pertinentes, telles que l'Atlas de l'Anthropocène. À moi. Pour essayer de compléter un peu. Donc sur la partie diminution de l'empreinte et sécurité intérieure, parce que finalement c'est de ça dont on parle, hein, avec la puissance militaire. D'abord, c'est pas aussi clair que ça qu'une diminution de l'empreinte aille avec une diminution des forces armées, parce qu'on peut très bien faire porter l'effort partout ailleurs, sauf là. C'est une question de choix. Hein. La deuxième chose, c'est que certes, on pourrait considérer que toute chose égale par ailleurs, si on a un tiers d'avion en moins, on est moins bien défendu. Sauf que cet élément-là, il peut très bien être contrebalancé par tout un tas d'autres domaines où on a un tiers de soucis en moins, si jamais on fait ce qu'il vaut au niveau domestique. Donc il n'y a pas un lien aussi direct que ça, indépendamment du fait que je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il y a un avantage au premier qui se bouge les fesses dans cette histoire, et donc l'attentisme nous dessert.
Et il nous dessert d'autant plus que de toute façon on est dans la seringue en ce qui concerne la quantité de combustibles fossiles qu'on peut rentrer en France, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure très rapidement, mais on est déjà contraint sur le pétrole, et on l'est en fait depuis 2006, à cause du pic de production du conventionnel, suivi maintenant du pic tout pétrole vraisemblable. On est dans la seringue depuis 2005 sur le gaz, parce que le gaz est une énergie régionale et la mer du Nord a passé son pic en 2005. Et on est dans la seringue sur le charbon depuis les années 50, bien avant qu'on s'occupe du climat, parce que le charbon est une énergie domestique et que le continent européen ayant tapé dans ses mines de charbon depuis 2 siècles, le pic de production était en 1914, en Grande-Bretagne, on va dire, le charbon, de toute façon, on en consomme de moins en moins, climat ou pas climat. Donc, en ce qui concerne l'Europe, de toute façon, la contraction énergétique est à l'œuvre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, la question de savoir comment est-ce que je défossilise de façon gérée plutôt que de façon subie, c'est une question, même pas pour dans un an, c'est une question pour aujourd'hui, là, tout de suite. C'est une question qui est déjà sur la table depuis 10 ans. Sauf qu'on ne la comprend pas comme ça, donc on tape à côté. Mais c'est une question pour tout de suite et maintenant. Voilà, donc la question, il n'y a même plus d'état d'âme à avoir pour moi. Le débat est terminé là-dessus, à cause de ce que je viens d'expliquer. Est-ce que l'Union européenne est un obstacle ou une aide ? Les deux, mon général, aujourd'hui, c'est bien le problème. C'est-à-dire que c'est à la fois une source de réglementation que les États n'oseraient pas passer eux-mêmes. Moi, j'ai le souvenir d'un truc dont tu te souviens peut-être, c'est REACH. Oui. Aucun gouvernement national n'aurait passé REACH. Aucun. REACH, c'était un règlement qui était extrêmement exigeant sur les substances mises en circulation par les producteurs ou importateurs de produits chimiques. Moi, je me rappelle très bien à l'époque, je connaissais très bien le directeur général de l'Union des industries chimiques. Il était là à gueuler tous les jours, du matin au soir, comme un putois, en expliquant qu'on allait tuer la chimie européenne. Bon, c'est pas du tout ça qui s'est passé. En fait, 3 ans après, il était ravi en disant on nous oblige à faire des trucs que les autres savent pas faire, donc en fait, c'est une protection contre les importations. Bon, oui, donc quoi donc la réglementation européenne peut être à la fois d'une grande aide et par ailleurs l'Europe est un énorme obstacle à cause de son idolâtrie du marché et du fait que je crois que c'est une des seules constitutions au monde qui inclut le mot croissance. C'est-à-dire qu'il est écrit article 3 du traité de Lisbonne que l'Europe vise la croissance. Je ne crois pas que ce soit mis dans la Constitution française, enfin je ne l'ai pas lu en détail, mais je ne crois pas que ce soit dans la Constitution d'aucun État au monde qu'on vise la croissance. Voilà. Donc l'Europe est, je le redis, à la fois un problème et une solution. Voilà. Traiter sur la charte de l'énergie, je suis d'accord, c'est un truc un peu technique, donc si on en parle, il faut y passer 10 minutes. Comment est-ce qu'on éduque les dirigeants et les jeunes ? En cherchant à le faire. Hein. Pas tellement d'autres manières de le faire. Sur les dirigeants, en gros, dans les entreprises, maintenant, il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition. Alors, les outils, je peux vous faire part d'une petite expérience personnelle. Les gens peuvent regarder, même quand ils sont dans des entreprises, ils peuvent regarder des vidéos, des cours en ligne, etc. Ils le font. Et ils sont d'autant plus enclins à le faire que ça pousse à la base. C'est-à-dire quand il y a à l'extérieur de l'entreprise des initiatives comme le manifeste étudiant pour un réveil écologique, ou à l'intérieur des entreprises, des jeunes qui disent « je trouve que quand même vous êtes un peu mou du genou, j'ai bien envie d'aller voir ailleurs », eh bien, ça pousse les dirigeants à s'intéresser au problème. Et quand ils commencent à s'intéresser au problème, un des trucs qu'ils font, parce que tous ne sont pas complètement idiots, c'est de chercher à se former sur le sujet. Certains sont idiots, certains font du greenwashing, d'autres non. Voilà. Donc il y a des outils pour ça, des cours en ligne. Il y a la fresque du climat, qui est un truc qui marche assez bien dans le monde de l'entreprise. Il y a d'autres outils qui peuvent être mis. Et en ce qui concerne les jeunes, en fait, là, on parle du système éducatif. Donc confère ce qu'on a dit déjà plusieurs fois sur le fait que dans les universités... Alors c'est plus facile de commencer par l'enseignement supérieur parce que c'est des endroits dans lesquels il y a une autonomie sur les programmes. Donc ça peut se gérer au niveau des établissements, alors qu'au niveau du lycée et du collège, ça se gère au niveau de l'éducation nationale. C'est beaucoup plus lourd, c'est beaucoup plus inerte. Il n'empêche que certains enseignants peuvent quand même prendre des initiatives dans le cadre du programme, et ils le font. Et là, dans les initiatives qui peuvent être utiles, c'est mettre à disposition de ceux qui veulent avancer du matériel pédagogique ou des contenus qui peuvent leur faciliter la vie. Donc au Shift Project, on avance modestement dans cette direction, mais c'est clair qu'il y a plus de boulot que celui qu'on est capable d'abattre. Il n'y a pas de martingale, malheureusement. C'est-à-dire qu'à cette question qui est comment on fait, on fait qu'il faut multiplier les initiatives. Et enfin, la dernière question, la jeune femme qui demandait quelle action. Moi, j'ai envie de dire, tant que vous avez le luxe d'être dans le système éducatif, l'action prioritaire pour vous, c'est de comprendre ce qui se passe et de vous former. N'essayez pas d'agir trop tôt.
vous risquez de basculer dans des malentendus et de croire trop tôt que vous avez compris là où il fallait taper. Donc profitez vraiment, vous savez, une vie c'est long, plusieurs décennies, même dans le monde troublé qu'on vous a annoncé. Vous n'êtes pas à 6 mois près. Donc vraiment, je sais que quand on est jeune, on est impatient, mais prenez le temps. Vraiment, l'action prioritaire qu'il faut faire tant que vous êtes ici, c'est prenez le temps de bien poser les bases du problème et prenez le temps de bien comprendre ce qu'il y a à faire et de bien vous organiser pour le faire. Voilà, je vous assure que c'est vraiment ça votre priorité. Ouais, moi j'ajoute un codicile. Alors pour ce qui est du scolaire, prenez le temps, etc. Maintenant, je m'adresse en particulier à celles et ceux qui commencent à regarder peut-être en face l'éco-anxiété qu'ils ressentent. Engagez-vous aussi. Engagez-vous parce que c'est en étant ensemble dans les combats pour changer les choses que l'on la dépasse, qu'on la regarde ensemble, qu'on la partage et qu'on en fait pas simplement quelque chose qui nous assomme et qui nous terrorise, mais qu'on en fait une puissance d'agir pour changer les choses. Et ça sera le mot de la fin. Un grand merci aux deux intervenants. Et donc encore une fois, un grand merci à toute l'équipe de l'AEAP. Vous l'avez annoncé, Madame Bateau, mais demain nous recevons Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation publique dans ce même amphithéâtre. Donc vous pouvez encore vous inscrire, il reste quelques places pour poser toutes vos questions.